Salut à tous mes petits amis, j'espère que vous allez bien, autant que moi en cette belle journée ensoleillée. Alors aujourd'hui j'ai souhaité jouer les éclaireurs du côté des Deux-Sèvres, tout particulièrement du côté de Nueil-les-Aubiers pour mettre en lumière le laboratoire Sciences et Nature, dont vous connaissez certainement la marque historique Body Nature. Nous commençons cette déambulation sous un soleil qui va frapper très fort, je le précise. Ravi de vous rencontrer en tout cas, Olivier Guilbeault. Vous êtes le co-dirigeant du laboratoire Sciences et Nature, dont la marque historique, que les téléspectateurs connaissent certainement, c'est Body Nature. Voilà pour les présentations. Moi, vous le savez, dans cette émission, j'aime ouvrir les livres d'histoire. L'histoire ici, elle est familiale. Quand est-ce qu'elle débute? On remonte aux années 60? Ouf, oui, on peut dire ça, Frédéric. Oui, les années 60 avec la ferme de mon grand-père qui s'appelait Aimé Body, avec un Y, qui a donné son nom à Body Nature. Et donc c'était la ferme de mon grand-père maternel. C'est votre maman qui s'appelait Madame Body. Hein, exactement, donc années 60 et on peut dire 72 avec la création de Body Nature. Et qui est une date importante. Et une autre date importante, même très importante pour le domaine, c'est 1981, puisque nous arrivons en famille sur le domaine La Ferme, qui a été aujourd'hui complètement transformé. Le site sur lequel nous sommes, donc en 1981. Oui. Mais vous brûlez les étapes. Moi, je veux revenir un petit peu en arrière. Alors, 1972, forcément, ça vous tient à cœur, puisqu'il me semble que vous poussez vos premiers cris, si je ne me trompe pas. Ah, c'est l'âge de l'entreprise, donc vous avez raison. 1972. Ouais. Mais quel a été le déclic? C'est ça qui m'intéresse. Vos parents, votre maman s'est levée un matin et elle s'est dit... En fait, je pense que c'est nos parents, avec mon frère Antoine, puisque nous dirigeons l'entreprise, qui, dans les années 70, voulaient faire quelque chose de bien dans une logique post-68 art de tendance constructif-optimiste. Okay. Et comme ma mère travaillait au CNRS, elle était biologiste. Ah, okay. Mon père avait à l'âme d'un commerçant, d'un développeur. Il y a eu cette volonté de mettre en place des produits d'entretien et des produits cosmétiques concentrés sur base de matières premières renouvelables, bio. C'était ça, oui, on parle de bio, c'était ça le pitch de départ. C'est ça, voilà. Ouais, la sensibilité première. Le premier produit, c'est un produit d'entretien, celui qui est le premier à voir le jour, c'est c'est le fameux Body Propre, le Body bleu même, puisqu'il était de couleur bleue. Il était de couleur bleue. Voilà, donc c'était le Body Propre qui est un produit qui n'était pas commercialisable en magasin. On est en 72, donc il n'y a pas les surfaces commerciales qu'on a aujourd'hui. Le produit est concentré, il est ultra économique, mais il demande un peu d'explication. Et donc ça démarre en vente à domicile, qui est un canal de distribution incroyable, parce qu'on peut effectivement passer plein de messages, démontrer. Et d'ailleurs, les premières réunions s'appelaient des démonstrations. Un système de distribution sur lequel vous êtes resté fidèle, étonnamment. Enfin, moi, je me suis étonné de ça, en tout cas. Même encore aujourd'hui, en 2026, vous continuez avec ce canal de distribution. Oui, parce que en fait, la vente à domicile, c'est des histoires humaines, c'est des histoires de produits. En fait, il y a deux éléments. On doit avoir des produits qui sont efficaces, des produits qui fonctionnent. On ne peut pas tricher pour rester dans la continuité. Donc, il faut être avec des produits de qualité. Et puis on est dans une relation, on cultive une relation humaine à la fois entre la marque Body Nature et la conseillère qui cultive la relation avec ses clients, avec ses hôtesses. Et donc il y a des vraies belles histoires et on apporte de la chaleur ajoutée. Vous avez combien de conseillers là aujourd'hui justement dans le maillage? À peu près 1400 en France. 1400 en France. Est-ce qu'il y a une partie encore qui est un petit peu moins représentée, une partie de la France? Alors naturellement, on est plus fort sur nos bases géographiques. L'ouest de la France. L'ouest. On va dire que sur le nord et l'est, il y a encore de quoi se développer largement. Mais on recrute aujourd'hui dans toute la France et même dans les Deux-Sèvres et même dans le Maine-et-Loire. Il n'y a pas de problème. Vous parlez de canal de distribution, j'y retourne, j'y rebondis.
Internet quand même, quel est le ratio, quelle est la part que vous accordez à Internet? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se passer de ce canal-là, en tout cas. Internet, c'est juste incontournable. Et il y a quelques années, on se demandait s'il fallait y aller ou pas. On est passé de ce stade à quand est-ce qu'on y va. Et aujourd'hui, c'est quel est le pourcentage? Et c'est exactement ce que vous demandez. On est à peu près à 10% du chiffre d'affaires qui transite par le canal web, digital. Ce qui est peu. Ce qui est peu et en même temps ce qui est à peu près standard sur le secteur. Mais je pense qu'on peut encore faire mieux. Et Internet est bousculé par les ventes de type social selling ou des ventes hybrides où en fait on essaye d'avoir une forme d'expérience digitale humaine. Et ça, c'est ce qu'on aime bien chez nous, l'intelligence humaine. L'intelligence humaine. Alors, on continue cette discussion pendant que l'on marche. Je découvre un petit peu les lieux. Je veux revenir justement sur le site sur lequel nous sommes. Au tout début, c'était Orléans, hein, avant que vous ne veniez ici. Donc, vous le disiez dans les années au début 80. Exactement. Donc, ouais. Là, donc, j'imagine que ça s'est bâti au fil des décennies. Enfin, entre le moment où vous arrivez ici, toute la famille, si je comprends bien. C'est à peu près ça. Quand on arrive ici en 80, 25 hectares, une ferme, polyculture, élevage, départ à la retraite de son exploitant précédent et arrivée du gendre de mes parents. Et donc rapidement, on a transformé les différentes parcelles en plantation de plantes, de la vigne, des plantes aromatiques et médicinales. Là, on voit des magnifiques pins Laricio de Corse. Donc en pin, il y a des parcelles avec des peupliers, avec des chênes rouges, avec des érables. Et donc globalement, ça s'est colonisé, on va dire, progressivement, et avec des bâtiments. Il y avait déjà des bâtiments existants, c'est ça, hein? Alors dans le premier bâtiment existant, qui était une étable, qui est attenante à une grange, finalement, et on entend même... on entend les animaux, les clochettes. Il y a des petits moutons. Donc les premiers bâtiments ont été transformés en laboratoire de production. En quelle année ça? Enfin, c'est au fil du C'était temps. le début des années 80 à peu près. Et donc aujourd'hui, la troisième vie de ces bâtiments, c'est un bâtiment d'accueil touristique. Donc il y avait étable, laboratoire de production et aujourd'hui c'est accueil touristique. Ce tourisme, on peut le quantifier? Alors on est un peu entre le Puy du Fou, le Futuroscope et les côtes vendéennes. Ça représente 3000 visiteurs à peu près à l'année. Je vous suis, alors là vous me dites où vous voulez... Alors on est perdu mais on n'est pas perdu en fait, on va reprendre le chemin. On devrait se retrouver, je pense que vous connaissez les lieux oui, comme oui, votre poche. Ça va bien se passer. mais globalement oui, les bâtiments se sont développés progressivement et cette capacité d'accueil, on l'a lancée en 2011. Exactement. Ouais, c'est relativement récent, enfin 15 ans à peu près. Donc c'est assez récent. Et pour l'anecdote, à l'époque, j'avais appelé le Puy du Fou pour leur demander comment on fait pour avoir un site qui accueille du public, etc. Et à ma grande surprise... Vous aviez demandé des conseils donc. Exactement. Et j'ai été reçu par Laurent Albert, qui a gentiment pris directeur le temps, donc directeur du Puy du Fou, qui a fait ce que le Puy du Fou est le Puy du Fou aujourd'hui. Oui. Et il m'a donné des conseils très avisés sur un certain nombre de points. Et je me souviens, la première question, c'était « Mais vous prévoyez combien de milliers de visiteurs ?» Et j'en avais aucune idée. Et donc, vous étiez à l'aveugle. Voilà, on était à l'aveugle et c'est une logique de tourisme industriel, c'est pas une logique de parc d'attractions. Mais pour autant, c'était hyper intéressant, hyper amical de sa part. Que de consacrer un peu de temps pour un petit voisin qui se lançait. Voilà. Vous vous en souvenez 15 ans après, donc c'est oui. que ça a marché, les conseils devaient être bons. Écoutez, on est resté sur une logique de bon sens paysan, de faire un maximum d'éléments par nous-mêmes et de se reposer sur les compétences locales. Et aujourd'hui, ça fait 3000 visiteurs à l'année. 3000 visiteurs, et aujourd'hui, en termes de collaborateurs, parce que j'aimerais bien quand même avoir une vision globale de l'entreprise. Alors aujourd'hui, sur le site, on est à peu près 250 salariés, plus des intérimaires. Oui. Sur 18 000 m² de bâtiments couverts, à des activités diverses et variées, de la fleur au flacon. Ça, c'est important. On a gardé la culture historique et la genèse qui était de
de cultiver nos matières premières et d'aller jusqu'au service après-vente du produit. Merci Olivier, merci pour ce petit Frédéric. tour ensemble. Merci. Nous, on poursuit cette aventure. Toujours avec le soleil, j'ai retrouvé ma seconde interlocutrice. Il s'agit de Carole Breu. Merci Carole de m'accompagner sur quelques pas. Vous êtes la responsable du laboratoire recherche et développement. Vous chapeautez une équipe d'une vingtaine de personnes. En gros, c'est vous qui initiez les nouvelles idées, je pense. Même si vous allez me dire, mais non, ce sont tous les collaborateurs. Hein. Tout à fait Fred, c'est tout à fait l'idée. C'est pas moi qui vais apporter les idées d'innovation. L'idée c'est l'esprit d'équipe avant toute chose. Et puis on est plusieurs services, il n'y a pas que la recherche et le développement. L'innovation peut être aussi portée par d'autres services. Donc c'est vraiment un esprit collaboratif sur les nouvelles idées. Malgré tout, dans l'innovation, qu'est-ce qu'on essaye d'apporter? Outre le mot innovation, ça on l'a bien saisi. Comment fait-on? Doit-on se démarquer de la concurrence? C'est ça votre leitmotiv? Alors c'est de se démarquer de la concurrence et puis c'est aussi quelque part faire des produits qui conviennent à notre philosophie, puisque notre philosophie marche aussi sur un concept de bien-être, d'écologie, de développement durable. Donc on va prendre tous ces paramètres en considération dans le développement et la création du futur produit. Un futur produit, on met combien de temps à élaborer un produit? J'imagine que ça varie. Alors ça varie et c'est une question qui m'est très souvent posée et ça peut varier de 6 mois jusqu'à quelques années parce que plus le produit va être complexe, plus il va être amené à subir un certain nombre de tests. Et puis chaque produit qui sort chez nous passe entre les mains d'un certain nombre de volontaires qui vont nous donner leur avis sur l'application du produit et puis également les réactions qu'ils peuvent faire éventuellement sur ce produit. Mais concrètement, si nous étions des petites souris et qu'on vous voyait travailler au quotidien, vous êtes comme dans ce qu'on peut voir dans les films, vous êtes dans un laboratoire. Alors du on a matin au soir. souvent dans la description, on s'appelle les savants fous quelque part. Et c'est ça aussi qui est magique dans l'innovation, c'est de se dire on ne se met pas de limites. Alors après, j'ai des collègues et des services qui sont là pour nous donner les limites et le cadre en nous disant bon là tu as fait une association de matières premières, il n'y a pas le droit de les mettre ensemble, réglementairement parlant ça passe pas. Mais quand même l'idée de base et ça fait d'ailleurs l'objet d'un kick-off 2 fois par an. Un kick-off, il faut expliquer aux téléspectateurs. Alors un kick-off, commence d'abord par un brainstorming, Fred. On va mettre tout le monde autour de la table et puis on va avoir, on va dire, un ordre du jour et chacun va apporter sa petite idée et de la petite idée, on va monter un premier concept. Et autour de ce concept-là, on va y associer des produits, des galéniques, des textures, des parfums qu'on va présenter à l'ensemble de nos équipes. Et puis, ça permettra d'alimenter par la suite le service marketing et commercial. Sachant qu'annuellement, vous ne sortez pas une seule nouvelle référence. Enfin, j'imagine qu'il faut avancer. Enfin, c'est des dizaines et des dizaines de références chaque année, non? Oui, on peut même parler de centaines voilà, de c'est références. ça, il me semblait bien, mais j'avais peur de effectivement, de me comme on le disait tout à l'heure, une vingtaine de personnes autour des sujets, ça fait qu'on sort beaucoup de produits, beaucoup de formules. Alors, certaines ne voient jamais le jour, bien évidemment, pour des raisons, parce que ça ne plaît pas, parce que le parfum n'est pas au rendez-vous, la texture non plus. De là, ça nous permet de poursuivre notre route et de rebondir sur de nouvelles idées. Vous parlez de matières premières, là on arrive juste aux frontières des vignes. Est-ce que justement vous travaillez avec ce qu'il y a en local ici sur le site? Alors on va privilégier le local. Effectivement, la force de notre domaine, c'est de pouvoir cultiver nos propres plantes. On a une vingtaine de plantes en culture qui sont incorporées à nos produits. Et là, l'exemple de la vigne notamment, ça a été un développement d'il y a maintenant 2-3 ans. L'idée était de reprendre les actifs portés par la vigne au sein des sarments et au sein du marc de raisin pour pouvoir créer des propriétés anti-âge. Carole, j'aimerais poursuivre cette conversation, mais malheureusement, on est contraint par le temps. On arrive au terme de cette émission. On remercie les téléspectateurs, on les regarde, ils sont ici, dans la petite boîte. Merci infiniment et à très bientôt pour une nouvelle aventure. Merci.